qu'est-ce qu'un espace de travail numérique. Et selon Bretagne Télécom, c'est un endroit à partir duquel les utilisateurs peuvent exploiter en toute simplicité et de manière sécurisée toutes les applications mises à disposition par leurs entreprises. Et ce, quel que soit le type d'application, qu'elles soient filaires, legacy, qu'elles soient des applications en mode SaaS ou des applications mobiles. Également ce, quel que soit le type de terminal, donc smartphone, tablette, PC, sur n'importe quel type de système d'exploitation, et également quel que soit le cloud utilisé. Donc il faut voir Workspace ONE comme un outil tout en un pour rationaliser toutes les plateformes du marché les plus pertinentes. Donc la plupart du temps, quand on évoque le terme de mobilité avec la DSI, la première approche, c'est de se dire, voilà, c'est une plateforme pour permettre à mes mobiles de se connecter à mon environnement. Et en fin de compte, pas seulement. Avec Workspace ONE, on va pouvoir gérer la sécurité des accès pour les plateformes de type desktop. On prend globalement la totalité des desktops, Windows 10, macOS et Chrome OS, où on y retrouve là notamment la dernière version de macOS Catalina qui est déjà prise en charge. Et également, pour ne pas les oublier, c'est la partie IoT. Et donc la partie IoT, on va retrouver les wearables, donc les montres connectées, les devices, les rugged devices, donc ceux qui sont renforcés, et les kiosques. Donc il faut voir Workspace ONE comme une plateforme évolutive qui est cloud ready, donc elle est déjà déployée, c'est une architecture déjà déployée dans le cloud, qui va permettre à un environnement, un écosystème multi-tenant, et ce qui signifie pour les DSI du coup un time to market accéléré, de pouvoir simplement et facilement déployer une nouvelle identité, un nouveau tenant et nos applications. Donc la gestion de l'ensemble de cet écosystème, c'est la définition même de l'UEM, l'Unified Endpoint Management. Et ça va bien au-delà du traditionnel MDM que l'on connaît pour le Mobile Device Management, ou l'EMM qui est l'Enterprise Mobility Management. Donc là, on a retenu pour vous quelques fonctionnalités clés, des nouvelles fonctionnalités et les fonctionnalités clés qu'on a identifiées et qu'on va évoquer tout au long de la présentation. Donc tout d'abord, Workspace ONE permet de garantir un contrôle à distance, quel que soit le device. Il va permettre également la mise à disposition d'un catalogue unifié, et également quel que soit le device au travers du SSO. On parle d'applications mobiles, d'applications SaaS ou legacy, donc applications filaires, et également un portail de self-service pour les utilisateurs. Il est capable de réaliser une intégration de tout un écosystème, tel que Office 365, qu'on va vous présenter tout à l'heure, Concur, Salesforce, bien d'autres. L'idée derrière, c'est d'améliorer l'expérience utilisateur sans compromettre la sécurité. Et ça, c'est un point important. Également, Workspace ONE est intégré dans les programmes des fabricants pour de l'enrôlement massif ou pour des applications achetées en volume. Donc, des types Android, Apple ou de l'enrôlement de fabricants chez Dell ou Lenovo. Une brique intéressante qui s'appelle Workspace ONE Intelligence va permettre de faire du codage et de l'automatisation des tâches et également faire du reporting sur mesure sur l'état de votre parc pour avoir des reportings clairs et précis de votre environnement et de vos écosystèmes. Et également, un des points dont on va discuter, c'est la prise en charge complète de Windows 10 et donc sur lequel on va fournir une expérience out of the box, donc en français sortie du carton, avec plusieurs fonctionnalités qui sont prises en charge et notamment la notion, si on s'attarde sur la sécurité, de cryptage via BitLocker avec des fonctionnalités avancées pour crypter les disques et les données de vos ordinateurs, vos desktops. Donc on introduisait tout à l'heure Office 365 en tant qu'écosystème. Ici, on va relever plusieurs défis auxquels on est confronté avec Office 365. C'est que c'est un environnement, un écosystème qui est accessible depuis différents appareils. Et donc l'idée, ça va être de pouvoir sécuriser l'accès à nos données, Office 365. Donc Workspace ONE, il va pouvoir contrôler en permanence la conformité de l'utilisateur et des devices qu'il utilise pour accéder à la donnée. L'idée, en fait, c'est d'empêcher l'accès à vos données en cas de compromission de l'utilisateur ou du device, ce qui va nous permettre derrière de créer des accès conditionnés. On évoquera ça juste après. Et dans l'idée, il faut essayer de se poser la question de quelle est votre stratégie.
quels sont les appareils que vous souhaitez utiliser, propriétés, du BIOD, quel type de sécurité vous voulez mettre en place, quels moyens vous souhaitez utiliser pour vous protéger contre la perte des données, Data Leak Prevention. Et également, là je fais un focus sur Office 365, bien évidemment, d'autres écosystèmes peuvent être intégrés, comme Slack, Salesforce ou Concur. Et donc pour ces mêmes raisons, quel que soit l'écosystème, il est important de l'intégrer ou de pouvoir gérer cette sécurité avec Workspace ONE. Donc je vous parlais des accès conditionnels. C'est un élément essentiel à la sécurisation de vos données d'entreprise. Une fois que différents types d'appareils accèdent aux applications, et ça permet une flexibilité sur votre manière de travailler, quel que soit l'environnement sur lequel vous êtes. Et donc Workspace ONE s'intègre à vos annuaires existants, type LDAP, AD ou Azure AD, et il agit en tant qu'intermédiaire entre vos devices et vos applications. Du coup, ça va permettre à Workspace ONE d'authentifier les informations d'identification sur ces annuaires via du SSO, avec ADFS par exemple, il en existe d'autres, ce qui va vous permettre de déployer rapidement n'importe quelle application, en conservant les règles de sécurité. Donc au fur et à mesure que l'utilisateur s'authentifie, Workspace ONE peut évaluer un certain nombre de conditions concernant les utilisateurs, l'application à laquelle il accède, des informations sur la posture de la conformité de l'appareil utilisé et le réseau d'où provient l'accès. Et donc, compte tenu de cela, l'utilisateur peut se retrouver dans différents cas. Dans le premier cas, il est authentifié et donc l'appareil est connu et conforme, est connu comme conforme, l'utilisateur est connu et le réseau est connu, par exemple. On rentre dans le cadre du compliance, il est autorisé à accéder à l'application. Il peut également demander un niveau d'authentification plus élevé, dans le cadre où il proviendrait d'un réseau inconnu. Donc là, on est dans le cas risqué, où un risque est identifié. Et ensuite, dans la partie non compliant, eh bien, il peut faire corriger automatiquement le niveau du système d'exploitation s'il ne comporte plus les règles de compliance ou de sécurité, ou de l'application, pour le remettre en conformité et donc rétablir l'accès. Et bien évidemment, le dernier cas, non compliant, il devient bloqué. L'autre partie de cette solution d'accès, c'est la possibilité de fournir un contrôle d'accès conditionnel, basé sur les risques. Et donc Workspace ONE Access peut prendre en compte les signaux provenant de plusieurs sources pour déterminer l'accès ou l'authentification. Donc un nouvel ajout, c'est celui du score risque, en fait, d'un ajout de score risque qui est géré par Workspace ONE Intelligence. Et le score risque est calculé par l'utilisateur sur la base de différents risques identifiés. Donc il peut être comparé à un seuil défini dans Workspace ONE Access et il va déterminer le niveau d'accès authentifié selon l'accord fourni. Maintenant, parlons d'un focus sur Windows 10. C'est quelque chose qui parle à la plupart des DSI. L'idée ici, c'est que l'environnement est basé sur une expérience Zero Touch et Zero Trust qui est rendue possible grâce à Workspace ONE. Et l'objectif, ça va être de réduire la chaîne et automatiser les déploiements des devices utilisateurs, qu'ils soient mobiles ou PC. Voilà, exactement, Tristan. Donc, dans ce cas-là, par exemple, on peut imaginer que dès le premier jour, un employé est opérationnel. Comment cela est possible, comment cela est rendu possible? D'abord, on va parler de cette expérience et dans le slide suivant, on va le voir un petit peu en détail, mais c'est le device est sorti de sa boîte, le out of the box, par l'employé directement. Donc, logging, mot de passe, entrée. Puis, il lui suffit d'attendre quelques minutes le temps que le serveur Workspace ONE finisse d'enrôler automatiquement le nouvel appareil et descendre la configuration et la conformité de celui-ci. Et voilà, l'utilisateur se voit accéder à son espace de travail collaboratif numérique. Sachez que l'expérience est similaire pour macOS Catalina. C'est faire la même chose. Donc là, on va aller encore plus loin dans le slide suivant pour montrer l'intégration, la gestion, non seulement des smartphones, mais de Windows 10. Est-ce que tu peux encore, Tristan, s'il te plaît? Voilà, merci. Et donc là,
on vient de le voir, hein, l'expérience out of the box for day one productivity. Voici l'explication. Donc, en fait, c'est-à-dire que comment on fait ça, hein? Contrairement aux outils traditionnels de gestion de poste de travail, en fait, on n'a plus besoin de créer des masters d'OS ou applicatifs pour installer un poste. Poste qui d'ailleurs doit rester sur le réseau pour recevoir en fait toutes les mises à jour, etc., hein, les patching, tout ça. Cette méthodologie traditionnelle en fait ne répond plus aux critères actuels en matière de sécurité et de compliance. Donc ils sont un petit peu dépassés lorsqu'il faut réagir tout de suite, par exemple pour mettre en quarantaine un utilisateur ou un device suite à une application qui aurait été téléchargée, installée et vérolée, hélas, malheureusement. Donc, pour éviter la propagation, voilà, on peut un outil Unified Endpoint Management, UEM, a la possibilité de prendre cette action de quarantaine de manière complètement automatisée, puisque l'agent qui est sur le device surveille en permanence, même en mode déconnecté, hein. L'agent continue de surveiller puisque sa dernière conf, il l'a de la console et il sait quoi appliquer tant qu'il n'a pas reçu une nouvelle mise à jour venant de la console. Donc, ça peut être fait de manière immédiate. Donc, de plus, cette capacité à pouvoir gérer les smartphones, les tablettes et Windows 10 desktop ou macOS offre au DSI une rationalisation des coûts, puisque un outil pour gérer tout l'ensemble. Là encore, on entre dans la définition de ce qu'est un Unified Endpoint Management. Et donc, toujours pour continuer sur cette comparaison entre des outils qui sont pas UEM ou qui se disent UEM versus un outil qui l'est vraiment. Donc là, c'est pour montrer les différences. Hein, ça me permet d'enchaîner avec cette comparaison rapide entre SCCM et Workspace ONE, hein, qui est un Unified Endpoint Management. Donc les méthodes d'enrôlement sont variées d'un côté et limitées de l'autre. Hein. On voit de l'autre côté, il faut faire encore des images pour déployer, alors que de l'autre côté, on a plusieurs types d'enrôlement. Ça peut être de l'enrôlement massif, ça peut être fait par le constructeur lui-même, et donc on a l'expérience Day One Productivity, donc out of the box. Pour continuer sur la comparaison, on voit que les types d'authentification supportés par SCCM, c'est Active Directory, donc du on-premise, alors que de l'autre côté, on supporte également Azure AD Authentification. SCCM, lui, doit être membre du domaine obligatoirement, alors que de l'autre côté, on dispose de plusieurs choix, hein, et ainsi de suite. Plusieurs choix, on peut faire des comptes locaux, on peut prendre des comptes, on peut importer des comptes d'un domaine, on peut bien sûr, vu que la console est multi-tenant, donc par tenant, on peut joindre évidemment chaque tenant à son domaine. Donc, les mises à jour d'OS ne peuvent se faire que sur le réseau côté SCCM, que sur le réseau d'entreprise, alors que de l'autre côté, on va pouvoir l'appliquer quelle que soit la connexion, hein, over the air, pour employer le terme. Donc, pour finir de vous parler de Workspace, de vous parler du Workspace ONE, donc on va enchaîner sur le Workspace ONE Intelligence. Alors, Workspace ONE Intelligence, c'est un module vous allez le comprendre après ce que je vais dire. Comment dire, c'est un des éléments clés de cet outil UEM en fait. Hein. C'est ce que VMware en fait s'oriente vers des capacités d'automatisation de data analytics avec cet outil-là, Workspace ONE Intelligence. Donc c'est un module complémentaire qui vient s'ajouter à Workspace ONE. Et à quoi ça va servir? Donc, si vous vous rappelez un petit peu le schéma que Tristan a montré un petit peu plus haut des conditional access, mais réellement, cet outil, voilà ce qu'il va permettre. Il va collecter toutes les informations en fait depuis la console de management des périphériques, la console Workspace ONE. Il va aussi collecter les informations de consommation des applications par les utilisateurs ou d'outils de virtualisation de postes de travail. Hein. Ça peut être Horizon, par exemple. Donc, toutes ces informations vont être analysées pour, premier point, vous donner de la visibilité, aux administrateurs au travers de rapports et de dashboards qui sont customisables. Et ça permet aussi de voir le taux d'adoption des applications qui sont mis à disposition sur le portail unique, hein, envers les utilisateurs. Le deuxième point, c'est que cet outil-là, il s'appuie sur les CVS.
Donc, en fait, c'est les Security Vulnerability, hein, c'est une base de données sur les vulnérabilités en ligne. Donc, il y a une base de données sur les vulnérabilités de toutes les applications et des différents OS. Et c'est pour s'assurer que les périphériques gérés, du coup, sont bien en conformité, qu'ils ont bien les bons patchs appliqués. Donc, elle va analyser le parc, la solution Workspace ONE Intelligence, elle va analyser le parc et aussitôt qu'une faille va être détectée, si elle n'a pas été corrigée, ben, du coup, ça vous permet de pouvoir y remédier de façon automatisée pour créer du coup les conditional access. Donc, ça permet aussi de prendre donc, des décisions et d'automatiser des actions. Ça vient s'interfacer avec quelques partenaires, hein, ça a des partenaires de sécu ou des constructeurs comme un F5 par exemple, hein, quelques partenaires de sécu, de manière à automatiser avec le back-end les actions possibles. Un exemple, par rapport à ce que je viens de citer, c'est on prend un cas par exemple il y a un agent qui tourne, hein, l'agent du coup qui enrôle le device. Quand l'agent va détecter une défaillance, par exemple, sur le device d'un utilisateur, imaginons qu'il détecte une défaillance de batterie, l'info est collectée par Workspace ONE Intelligence, qui va du coup, est collectée par l'agent, envoyée à Workspace ONE Intelligence, puisque je vous ai dit qu'il collectait toutes les informations de la console Workspace ONE. Il va du coup analyser cette information et il va déterminer une chaîne d'action qui aura été prédéfinie, comme par exemple, là, il voit que c'est un incident lié au matériel, donc l'action qui peut être prédéfinie, c'est ouvrir un ticket sur ServiceNow, par exemple, et donc, les administrateurs vont prendre connaissance de cet incident et du coup faire envoyer une nouvelle batterie à l'utilisateur qui ne se sera pas forcément rendu compte de cette panne-là. Voilà. C'est pour vous montrer la puissance de l'automatisation derrière un outil comme Workspace ONE Intelligence. Ok, merci du coup Tristan et Joseph pour cette présentation. Ce que je vous propose, c'est que on va passer sur une petite démonstration de ce que c'est Workspace ONE et après comment ça se comporte typiquement sur un terminal iOS. Et pour ce faire, hop, je vais. Donc tu prends la main. Super, écran. Cédric, je te laisse faire. Voilà. Nickel. Est-ce que tout le monde voit ton écran? C'est bon. Ok, ouais. Parfait. J'enlève le chat du coup. Donc voilà. Donc là concrètement, voilà une console Workspace ONE sur laquelle vous pourrez du coup enrôler et avoir la main sur l'ensemble de vos terminaux, suivant le degré de confiance et surtout d'adhésion que vous voulez mettre en place, suivant les terminaux que vous voulez enrôler. Typiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'arrive sur mon dashboard de prime abord et je suis capable en fait d'avoir un instant T l'intégralité du scope des terminaux qui sont enrôlés sur ma flotte mobile. Et donc là, typiquement, je peux me rendre compte que j'ai un Android, que j'ai un Chrome OS, un iOS et un PC Windows. Je pourrais très bien avoir en complément les Mac et des Android de type RUG, donc ce qu'on appelle les Android durcis. L'intérêt de ça, c'est d'avoir du coup tout de suite en tant qu'administrateur et donc gestionnaire de flotte une visu complète et intégrale de comment sont mes terminaux, est-ce qu'ils sont enrôlés ou simplement registrés. Donc registrés, c'est un statut qui vous permet de déterminer qu'ils sont en cours d'enrôlement ou en tout cas qu'ils n'ont pas communiqué depuis un petit moment avec la plateforme. D'accord, là c'est le dashboard purement du device. Excusez-moi, j'ai un peu cliqué sur le bouton. Et donc là, typiquement, donc voilà, je vois l'état. Est-ce que mes terminaux sont compromis ou pas? Est-ce que j'ai des passwords dessus? Quel est le pourcentage qui est encrypté? Et potentiellement, si vous rentrez dans une démarche où justement vous êtes typiquement avec le coronavirus, vous avez nécessité de mettre du télétravail et ce genre de choses, et donc vous n'avez pas forcément tous les terminaux nécessaires pour donner à vos collaborateurs, vous avez la possibilité de déterminer justement et de mettre à disposition donc, des applications à vos collaborateurs, donc soit en mode dit corporate, donc c'est ce qu'on appelle le dedicated corp, ou typiquement en mode BIOD, qui va vous permettre en fin de compte d'identifier et de catégoriser ces terminaux en fonction des besoins que vous aurez exprimés. D'accord ?
Typiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais dans le détail, bon, là, dans ma démonstration, j'en ai pas aujourd'hui, mais je pourrais très bien avoir en fait la visu moyennant des notions de privacy, parce qu'encore une fois, nous sommes en France et donc vous avez des règles qui sont dictées par la CNIL où vous ne pourrez pas forcément collecter toutes les informations liées à ces terminaux, mais en tout cas, vous avez la possibilité de déterminer avec un tag que c'est un terminal de type BIOD et donner finalement accès à telle ou telle information sans pour autant justement mettre en place des règles de sécurité. D'accord? Donc ça, c'est pour la notion de dashboard. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous voulez après au niveau de sécurité, en tout cas auprès de ces terminaux? On vous l'a expliqué précédemment, c'est que vous pouvez mettre des mots de passe, vous pouvez crypter potentiellement les disques durs donc, de vos Mac, de vos PC. Et donc, tout simplement, vous avez en fait une configuration donc, qui est liée à ce qu'on appelle à l'acronyme au départ de MDM, donc pour Mobile Device Management. Et donc, l'objectif, c'est de faire du management pur et dur. Et Workspace ONE, en fin de compte, est l'une des solutions les plus intéressantes sur le marché. Pourquoi? Parce qu'elle va vous permettre finalement donc de gérer tous les terminaux comme vous l'ont expliqué tout à l'heure Tristan et Joseph. Et en fonction des plateformes, vu que chaque plateforme a son propre OS, vous ne pouvez pas forcément faire les mêmes configurations sur tel ou tel OS. Typiquement, là, vous voyez pour un iOS, sur Android, vous voyez que vous pouvez faire beaucoup moins de choses, typiquement. Sur la partie Mac, vous pouvez faire beaucoup plus de choses. Vous pouvez faire pareil pour de l'Apple TV, les terminaux RUGD. Et là, typiquement, c'est l'ancien Android Legacy. Donc, Legacy, c'est quoi? C'est justement, il y avait une petite question tout à l'heure sur le programme Android Enterprise. C'est l'ancien mode, l'Android Legacy. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez des flottes mobiles, si vous aviez déjà une solution de MDM préalable, vous aviez un mode que Google proposait qui permettait de faire un certain nombre de configurations et de manière plus précise, sur les Samsung, vous pouviez faire beaucoup, beaucoup plus de choses. Je vais vous montrer typiquement ça. Je ne vais pas le montrer là. Je vais le montrer là. Alors. Pourquoi il me dit ça, lui? Bon, je ne vais pas vous montrer pour la partie iOS, je vais vous montrer sur la partie Apple du coup. Et du coup, vous allez donc créer des règles en fonction de vos populations, de ce que vous voulez mettre en œuvre. Et par exemple, mettre des règles purement de mot de passe comme vous l'avez auprès de votre Active Directory pour sécuriser le device. Et ça, en fin de compte, ces règles-là, donc vous les définissez. Si vous voulez configurer un profil ActiveSync, c'est exactement la même manière. Si c'est ActiveSync, donc c'est un profil qui est issu soit de votre messagerie interne on-premise, soit sur Office 365, comme vous l'a expliqué tout à l'heure Joseph et Tristan. Et donc, vous pouvez paramétrer de manière précise avec des variables d'environnement pour éviter que votre utilisateur final, votre collaborateur, ait à renseigner ces fameuses configurations qui sont l'adresse email, le login potentiellement, le serveur de connexion à cette messagerie. Et en fonction de ça, l'utilisateur n'aura juste qu'à positionner finalement le password, parce que si c'est par exemple un password issu de l'Active Directory, forcément, vous, administrateur, vous ne l'avez pas et c'est à la discrétion de l'utilisateur final. Et donc, typiquement, ça sera l'utilisateur qui le positionnera juste dans son profil directement quand il aura reçu la messagerie. Et ça, en fait, l'avantage d'AirWatch surtout, c'est que vous pouvez en fait créer des groupes en fonction de vos populations. Tout à l'heure, je vous avais parlé justement d'une population qui est type BIOD et type corporate. Et typiquement, ça fait partie des éléments. Donc, les smart groups, ce sont des groupes de préférence que vous allez pouvoir finalement configurer à votre demande, comme là. Et donc, ils sont liés à votre arborescence de votre console AirWatch, enfin Workspace ONE, pardon, en fonction de différents critères. Donc, est-ce qu'ils appartiennent à des user groups? Donc, ça, ces user groups sont typiquement des groupes qui peuvent venir de l'Active Directory, que vous importez directement. Vous avez la notion, donc, comme je l'expliquais,
de partage. Donc, est-ce que c'est un partagé? Est-ce que c'est un corporate? Est-ce que c'est un environnement de type BIOD? Et après, vous pouvez aller encore plus loin en fonction donc, des différents plateformes que vous allez pouvoir manager. Et donc ça, en fonction de ces critères-là, bah, ça vous permet de créer des groupes, on va dire, très fiables et surtout de manière automatique, voire très fine pour obtenir simplement une population. D'accord? Parce que là, je l'ai fait sur des critères, mais vous pouvez le faire en fonction d'utilisateurs, en fonction de terminaux. Et en fonction de ça, bah, vous créez ce groupe-là et vous l'assignez finalement à vos règles de sécurité. Donc ça, c'est pour la partie règles de sécurité MDM. Après, vous avez vos utilisateurs. Vos utilisateurs, donc, ils peuvent être soit issus typiquement d'un environnement de G Suite. Donc là, pour le coup, c'était une fonctionnalité qui existait jusqu'à la fin de l'année dernière, où vous aviez un composant qui permettait de remonter ces utilisateurs. Aujourd'hui, Google n'a pas renouvelé cet élément, donc ça, vous ne l'avez plus. Mais typiquement, vous pouvez avoir un utilisateur donc, issu. Avant, c'était à partir de G Suite, mais vous pouvez avoir soit du mode basique, donc c'est-à-dire que c'est un utilisateur que vous créez manuellement dans la console, soit issu directement de l'Active Directory. Et à cet utilisateur, vous allez associer un, voire X terminaux en fonction des nécessités que vous aurez à mettre en œuvre sur la sécurité de votre entreprise par rapport aux terminaux que vous distribuez. Vous avez un autre scope qu'on a abordé un peu tout à l'heure, qui sont les applications. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le MAM pour Mobile Application Management, pardon. Et donc ça, ces applications, c'est quoi? Finalement, ce sont des applications qui sont soit issues de votre plateforme interne de développement, parce que du coup, vous avez des développeurs internes, et donc c'est des applications qui sont mises à disposition de vos utilisateurs pour des besoins internes. Donc ça, ces applications sont à uploader directement au niveau de la console. Donc c'est soit des IPA pour la partie Apple, soit des APK côté Android et soit des APPX côté Windows. Mais forcément, vous vous doutez bien, dans un monde où on est plutôt plus en plus sur ce qu'on appelle le cloud first, ces applications, en fin de compte, elles sont issues aussi des stores publics. Donc, les stores publics, c'est encore une fois l'Apple Store, le Google Store, voire le Windows Store. Et donc, ces applications, finalement, quand vous les mettez à disposition de vos utilisateurs, elles sont issues de ces stores publics et elles sont mises à disposition des utilisateurs dans un catalogue privé d'entreprise où vous listez l'intégralité des applications que vous voulez mettre à votre utilisateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement, vous pouvez avoir 10 applications en Windows, 12 applications en iOS et 5 applications Android. Et ces applications seront accessibles donc, dans un catalogue unifié au niveau de la console. Et les utilisateurs les auront à disposition sur les terminaux en fonction de l'OS qui vient se connecter. C'est-à-dire que si l'utilisateur a un Android et un Mac, et sur le Mac, par exemple, il ne verra que les applications du Mac. Par contre, sur l'Android, il ne verra que les applications de type Android. En fait, il y a encore une fois une notion de critères différenciants et surtout, finalement, de vérification sur quel est l'utilisateur et sur quel terminal il vient se connecter et consommer mes différentes applications. Et un petit programme supplémentaire, c'est que Apple a créé différents programmes. Mon collègue en a parlé tout à l'heure précédemment. C'est le DEP-VPP. Ce sont deux programmes qu'Apple a mis à disposition pour les entreprises pour faciliter justement la notion de zéro touch en termes d'enrôlement. Ça veut dire quoi le zéro touch? C'est que Apple a créé un programme qui permet dès que le terminal Mac ou iOS sort d'un carton, il va faire en fait une première requête dès qu'il a du réseau sur les NOC Apple, et Apple va dire ce terminal, ce n'est pas un terminal de type personnel, c'est un terminal qui est géré par la société Bretagne Télécom, et il y aura un lien que vous, administrateur, vous aurez fait pour que finalement Apple soit lié directement à votre console AirWatch, et donc du coup,
automatiquement, le terminal ira s'enrôler sur votre plateforme Workspace ONE et recevra du coup, à travers le programme VPP, les applications de manière automatique que vous avez déterminées. La vraie force du VPP par rapport à la notion donc, de store public Apple, c'est que le VPP va vous permettre en fin de compte de gérer le cycle de vie de vos applications de manière automatique et de manière silencieuse pour vos utilisateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si vous déployez un Adobe Reader ou la suite Office 365, eh ben, de manière automatique, dès qu'elle sera mise à jour sur le store public Apple, vous pourrez la rendre disponible en auto-update avec cette petite case à cocher pour que l'utilisateur ait tout de suite la mise à jour sans qu'il ait une action à faire sur le terminal pour accéder à cette application. Il aura directement la mise à jour de cette application. Donc ça, c'est une vraie force que possède Apple par rapport à Android, par exemple, enfin à Google, parce que du coup, ce programme-là n'existe pas, n'a pas son similaire côté Google. Voilà donc l'une des fonctionnalités sur les applications. Vous avez après la notion donc, de content. Donc là, c'est pareil. L'objectif, c'est quoi? C'est d'être capable à un moment donné de donner accès à vos utilisateurs comme vous l'auriez sur le PC au préalable, parce que du coup, c'est une solution qui vient de la mobilité au départ, donc pour les terminaux de type mobile. C'est d'avoir, quand vous lancez votre PC, vous aviez dans votre entreprise certainement un logon qui tourne et qui permet d'avoir vos lecteurs réseau directement au démarrage dans votre explorateur Windows. Et ben, cette notion de content avec Workspace ONE vous permet de mettre à disposition dans une application sécurisée développée par VMware un certain nombre de repositories. Et ces repositories sont quoi? Ce sont soit justement la notion donc, de network share, c'est-à-dire le lecteur réseau que vous avez sur votre poste de travail. Donc, vous pourriez très bien le retrouver de la même manière sur la flotte mobile. Mais c'est aussi la mise à disposition de différents produits qui sont compatibles avec le protocole CMIS et qui sont tout simplement des OneDrive, par exemple, des SharePoint avec Office 365 et ce genre de choses. Et tous ces éléments-là vont vous permettre finalement d'avoir et d'agréger l'ensemble des documentations, donc les Word, les Excel, les PDF que vous avez potentiellement en interne dans votre entreprise ou en externe, et de les avoir, quoi qu'il arrive, de la même manière et de manière sécurisée sur le terminal, quel qu'il soit, de vos collaborateurs. Tout en gardant à l'esprit que sur ces configurations-là, vous avez une notion un peu plus avancée qui vous permet de gérer le fameux DLP que parlait Tristan tout à l'heure, c'est-à-dire vous assurer que typiquement, j'ai un répertoire RH qui est partagé à mes RH et que je veux m'assurer que la notion des documents, des salaires, par exemple, ne soit pas communiquée aux autres collaborateurs. Et vous pouvez gérer un filigrane qui indiquera que l'utilisateur a ouvert ce document-là et s'il cherche à le transférer, il y aura typiquement en filigrane du document le trigramme ou en tout cas l'adresse mail de l'utilisateur qui a fuité potentiellement la configuration. Vous avez un autre élément, donc ça c'est un peu plus avancé, je ne rentre pas trop dans le détail, mais qui est importante, c'est la fameuse SEG. La fameuse SEG, elle va vous donner quoi? Là, elle n'est pas configurée sur mon environnement, mais elle va vous permettre en fin de compte de gérer de manière plus avancée la sécurité de votre messagerie. Si vous avez donc typiquement des messageries Exchange en interne ou même Office 365, vous allez être capable finalement de gérer très finement via ce composant-là l'accès à la messagerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en règle générale, quand un utilisateur a accès à la messagerie dans le monde de Microsoft, vous avez la possibilité d'avoir X terminaux si vous ne limitez pas ces configurations-là. Et bien là, typiquement, vous pourrez mettre une règle qui dit « Ok, tu as le droit à voir la messagerie, mais si tu es enrôlé uniquement sur Workspace ONE ». Voilà les grands composants. Il y a d'autres composants que vous pourrez ajouter qui sont la partie tunnel et la partie
VMware Access. Donc, la partie tunnel, c'est pour accéder, par exemple, à vos sites intranet de manière sécurisée ou à vos applications internes via un tunnel sécurisé. Donc, ça, c'est un composant supplémentaire que vous pouvez implémenter. Et la partie VMware Access, c'est ce qui va vous permettre justement de gérer le conditionnel access en tant que terminaux mobile à vos ressources. Donc, typiquement, est-ce que j'accède à Office 365 ou pas? Ce que je vous propose, du coup, c'est de passer donc maintenant concrètement, qu'est-ce que c'est que le Zero Touch? Et comme ça, vous allez voir tout de suite sur un terminal comment ça se comporte. Tac. Voilà. Donc là, j'ai un iPod Touch donc, qui est enrôlé, sur lequel vous voyez que j'ai un fond d'écran qui a été poussé typiquement donc, depuis ma console Workspace ONE. Ce sont des paramètres qui ont été positionnés. Et donc, mon terminal est enrôlé sur cette plateforme que je viens de vous présenter. Et donc, typiquement, donc là, j'ai une règle de sécurité. Je vais accéder à mon catalogue applicatif associé à cette console-là. Donc là, typiquement, c'est un petit raccourci parce que c'est cette application que j'utilise régulièrement et c'est dans le cadre de cette démonstration. Mais vous allez pouvoir voir que ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est que là, j'accède à toutes les applications pour lesquelles mon utilisateur et le fait que je sois sur un smartphone iOS, je peux accéder. Donc, c'est les applications qui sont en libre service, mises à disposition par mon entreprise et sur lesquelles mon utilisateur peut consommer à sa demande des applications comme il le souhaite. Donc, voilà. Donc, il télécharge après les applications au fur et à mesure. Pardon. Je vais vous montrer donc maintenant l'intérêt du Zero Touch, c'est quoi? C'est que donc là, il a été enrôlé. Donc là, il y a des applications qui ont été descendues de manière automatique sur mon terminal. Donc via le programme VPP, vous avez l'application tunnel, la partie lockout, qui est un composant donc annexe à la partie Workspace ONE et qui vous permet de gérer la sécurité. Et vous avez la partie OneDrive et Outlook. Ce que je vais vous montrer, c'est que là, typiquement, je vais avoir une règle d'accès, c'est que je cherche à accéder à mon webmail, donc qui est sur Office 365, et sur lequel, en fin de compte, je demande d'y accéder via Safari, parce que c'est mon application. Là, vous vous rendez compte que typiquement, j'ai une règle de sécurité où moi, entreprise, j'ai dit non. La partie webmail, c'est très sensible pour moi. J'ai mis une règle de DLP sur laquelle je ne veux pas que l'utilisateur y accède depuis le webmail sur ce type de terminal. Donc, du coup, il me dit bien, voilà, c'est restreint par mon administrateur, il faut que vous utilisez l'application en tant que telle. Et donc là, je vais lancer mon application du coup Outlook, qui est descendue depuis ma plateforme. Je vais avoir un enrôlement. Et donc là, typiquement, qu'est-ce qui va être fait? Il a retrouvé donc différents comptes qui sont mon fameux compte Office 365, ici. D'accord? Je vais juste descendre celui-là. Et donc, de manière automatique, vous vous rendez compte que je n'ai rien saisi là, typiquement. Je n'ai pas mis mon login. S'il a retrouvé directement mon utilisateur John Doe. Et hop, il me demande donc là, j'ai une première règle de sécurité qui s'est appliquée. Il me disait que pour accéder à ma messagerie, j'ai une règle de sécurité supplémentaire qui a été appliquée, c'est d'avoir un code PIN. Donc, je vais mettre un code PIN. Voilà. Et donc là, j'accède à mon Outlook et vous voyez bien que j'ai reçu des mails alors que je n'ai mis aucun mot de passe sur le sujet. Voilà l'intérêt du Zero Touch et voilà comment ça se comporte sur le terminal mobile. De la même manière, je vais accéder à mon OneDrive. Je vais avoir exactement la même chose, c'est que mon utilisateur, c'est pas de bol, il n'a pas voulu me le descendre automatique. C'est l'effet démo, je suis désolé, ça marchait encore ce matin. En tout cas, ça descend automatiquement. Croyez-moi sur parole, il a dû avoir quelque chose qui a sauté. Je suis désolé, mais en tout cas, voilà. L'objectif, c'est de dire que mes applications descendent et avec un certain nombre de configurations qui sont faites au niveau du coup de la console Workspace ONE, vous allez pouvoir gérer vos sécurités et descendre les applications et les fournir à vos utilisateurs. Voilà un peu la démo. Après, si vous voulez un peu plus en détail pour un enrôlement, je le fais rapidement parce que du coup, on arrive sur les questions. Voilà concrètement ce que ça donnerait sur un enrôlement complet d'un utilisateur en Zero Touch.
Donc là, typiquement, voilà, ce que je vous parlais, c'est que là, ça descend. Donc, il y a le programme DEP qui fonctionne, pardon, et qui va déterminer directement que mon terminal iOS va descendre sur ma plateforme Workspace ONE. J'ai une première règle de sécurité, le fameux mot de passe qui a été appliqué sur mon profil. Et donc après, je vois toutes mes applications qui commencent à descendre. Donc là, par exemple, c'est le tunnel qui descend à travers le VPP et à descendre au fur et à mesure. Voilà complètement un enrôlement, comment il est géré de bout en bout au niveau de Workspace ONE et la vraie valeur ajoutée autour de Workspace ONE. Messieurs, je vous redonne la main. Très bien, Cédric. Parfait. Merci pour cette démo. Pas de souci. On va passer aux questions. Du coup. Est-ce que ça a l'air d'être clair? J'ai pas vu de questions particulières à part ce que nous avions au début sur la partie Samsung. Moi, j'ai une question en particulier sur l'enrôlement au niveau de au moment où tu as montré la partie Outlook. Est-ce qu'il est possible d'utiliser sa messagerie enregistrée directement et pas passer par Outlook, le client lourd là que tu as montré? Oui. Alors tout à fait. Là, en fait, c'est dans le cadre de la démo, mais finalement, dans les profils que je vous ai présentés tout à l'heure, vous avez la possibilité de soit configurer la messagerie donc, de manière native, donc que ce soit sur Android, sur iOS, sans problème, et également de le faire soit sur le client Outlook, qui est aujourd'hui compatible, voire sur une application qui s'appelle VMware Boxer, qui est le container sécurisé qu'a développé VMware pour justement sécuriser la messagerie avec Workspace ONE. Donc, grosso modo, le VMware Access permet, entre autres, de mettre des sécurités beaucoup plus avancées que ce que vous pouvez avoir sur Outlook ou sur le client natif. D'accord, donc c'est le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'on aura le même type d'enrôlement que ce que tu as montré tout à l'heure. Oui, tout à fait. C'est juste, en fait, c'est un profil de sécurité, un profil de messagerie qui descend de manière différente en fonction de l'un ou l'autre cas que vous avez choisi, vous, entreprise. Ok, très bien. Est-ce que c'est clair? Oui. Très clair. Le petit point, je vais rajouter sur la partie Android, justement, par rapport à la question proposée tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, donc, je parlais du legacy et d'Android Enterprise. La vraie question, c'est comment Workspace ONE est en fait compatible avec Android Enterprise et du coup Samsung Knox. Je vais un peu plus loin que ce que j'ai dit précédemment, comme ça je donnerai un peu plus de matière et n'hésitez pas à reprendre si vous voulez plus d'infos. Mais grosso modo, en fait, Workspace ONE est aujourd'hui à deux forces comparé aux solutions potentiellement concurrentes. C'est que, un, il gère déjà l'ensemble des flottes jusqu'au Mac, là où toutes les solutions ne le font pas. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est justement la compatibilité de son écosystème qui permet justement d'être en avance sur justement le programme Android Enterprise, donc d'avoir les nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure que Google développe ces fonctionnalités-là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute manière, demain, le fameux mode legacy qu'on connaissait en termes de gestion va disparaître pour ce mode Android Enterprise. Vous n'aurez plus le choix avec les terminaux qui arriveront, Android 10 par exemple. Donc voilà, c'est un programme que si vous n'avez pas encore complètement, en tout cas, été ou mis l'ensemble des fonctionnalités, il faut savoir que d'ici la fin de l'année, globalement, ça sera un élément sur lequel vous serez obligé de basculer à un instant donné. Par contre, concernant le Knox, la suite Knox, en fait, a différentes suites, forcément, puisque vous avez une notion de MDM qui s'appelle le Knox Manage, et après, vous avez différents programmes qui sont, entre autres, le Knox Enrôlement, qui vous permet, en fin de compte, de faire le similaire du DEP par rapport du DEP Apple par rapport donc, à ce que peut faire, du coup, Google. Pourquoi? Parce que, justement, Google n'a pas complètement un programme full intégré, parce que vous avez l'Android Trust qu'on appelle, mais il n'est pas intégré complètement et aussi poussé que peut l'être le DEP ou justement le programme Knox Enrôlement.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Workspace ONE est capable de supporter ces différents programmes moyennant des configurations côté console pour accompagner justement l'ensemble des évolutions du marché, avec les différentes flottes qui existent et surtout les différents finalement éditeurs existants. Ok. Au sujet de, imaginons que moi j'ai une société qui a des commerciaux qui passent par notamment Salesforce. On a le même enrôlement de Salesforce. Donc, si on parle d'une application métier ou une autre, je parle de Salesforce en particulier. Quand cette application est installée, est-ce qu'on peut limiter l'accès uniquement à l'application et pas à la version web? Alors, ça sera dans les politiques, en effet, que vous pourrez donc potentiellement configurer côté VMware Access et donner accès, donc encore une fois, à une population, à une notion de réseau. Parce qu'avec Access, je ne suis pas allé complètement dans le détail, mais grosso modo, vous pouvez mettre des politiques qui sont liées à l'appartenance du terminal. Donc, est-ce qu'il est par exemple pro ou perso? Est-ce qu'il est iOS ou macOS? Mais également après sur une notion de est-ce qu'il est dans votre réseau interne ou de l'externe, par exemple. Et en fonction de ces différents critères, est-ce que par exemple il est enrôlé aussi sur Workspace ONE, eh ben, vous allez pouvoir donner accès ou non à telle ou telle application et donc accès à l'application par exemple en mode web ou en mode application si elle est compatible. Et c'est une granularité qui permet de le faire. Tout à fait. On a une question sur l'IoT. Comment est géré l'IoT? Par exemple, un employé essaie de connecter une Alexa ou Google au réseau d'entreprise. Alors, là, dans le cas précis, les Google Home ou les Alexa ne sont pas très supportés aujourd'hui par Workspace ONE. Par contre, je sais que c'est à la roadmap. Donc là, je n'ai pas la réponse concernant ça. Par contre, après, voilà, typiquement, vous avez la possibilité, en fait, vous pouvez créer des critères liés à votre IoT. Par exemple, je prends un exemple concret sur Coca-Cola, parce que c'est un très bon exemple qui a été géré avec Workspace ONE. Vous avez en fait différents distributeurs et en fait, l'objectif, c'est que tous les capteurs qui indiquent par exemple est-ce que j'ai encore du Coca-Cola dans mon distributeur, du Schweppes, c'est ce genre de choses. Et typiquement, en fin de compte, il y a des capteurs qui sont directement remontés à Workspace ONE et interconnectés pour déterminer les niveaux. Et en fonction de ça, on envoie après des alertes à travers intelligence. Par exemple, justement, on parlait d'intelligence tout à l'heure, pour dire attention, faut aller telle machine à remonter tel manque de canettes. Donc, il faut aller remplir ces canettes-là. Ok. Voilà. Alors, notre question, si la DSI met en place un environnement pro-perso, le mobile reste-t-il gérable lorsque l'utilisateur est en mode perso? À 100%, j'entends. Alors, ça, c'est une très bonne question. Non pas que les autres étaient de mauvaises questions, mais celle-là, en fait, c'est les gros sujets en fait, aujourd'hui qui arrivent auprès de nos clients. C'est qu'en fait, dans le mode pro-perso, il y a vraiment une notion de gestion qui est différente en fonction de ce que vous voulez faire. Pourquoi? Parce que Workspace ONE va être capable, à distance, de soit potentiellement supprimer l'intégralité des données d'entreprise que vous avez mis à disposition, donc quand le terminal est enrôlé, soit supprimer intégralement le terminal et le remettre à l'état d'usine. Donc ça, c'est deux cas possibles avec Workspace ONE. La vraie valeur, donc en tout cas de ce que j'entends par rapport à cette question-là, c'est que vous avez sur le mode Android un mode qui existe, donc à travers Android Enterprise, qui va vous permettre de gérer ce monde pro-perso. Pourquoi? Parce que donc, le programme Android Enterprise, on va dire, se décompose en deux grandes familles, ce qu'on appelle le Work Manage et le Full Manage. Le Work Manage, c'est quoi? C'est d'être capable de créer une bulle pro avec un bureau personnel. Ça veut dire que vous, entreprise, vous n'avez la main que sur la partie professionnelle, mais pas sur la partie personnelle. Par contre, le mode Full Manage nécessite, donc si vous êtes enrôlé par exemple sur un autre MDM, peu importe, c'est que vous avez besoin d'éraser le terminal pour l'enregistrer en Full Manage
sur l'environnement Workspace ONE. Et ce full manage, en fin de compte, vous permet, surtout si vous avez après une option supplémentaire, une granularité qui s'appelle le mode COP, qui vous permet d'avoir en fin de compte un affinage sur les règles que vous voulez positionner ou pas sur le terminal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit vous avez accès sur l'intégralité du terminal, et même si l'utilisateur fait du perso, vous verrez ce que fait le perso et vous aurez la main intégralement dedans. Soit vous passez en mode COP, et là, dans ces cas-là, le terminal n'est plus dit vraiment de type personnel, mais il est géré uniquement par vous, et vous gérez de bout en bout les applications qui pourraient être utilisées et typiquement l'usage que votre utilisateur final en ferait. Donc voilà, le 100%, il est faisable en full manage. Par contre, il ne l'est pas en work manage. Je ne sais pas si ça répond à la question. Parfait. Ok, c'est clair. Voilà. Il y a d'autres questions? Le petit bémol, si je fais un comparatif pour le monde iOS, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde iOS, dès que vous mettez un mot de passe, vous êtes en mode sécurisé, donc les applications officiellement ne peuvent plus communiquer entre elles. Donc, dans un monde iOS, le monde pro et perso est finalement en mode parallèle. Et du coup, un utilisateur final ne verra pas nécessairement la différence entre ses applications perso de ses applications professionnelles. En fait. C'est vraiment déguisé et tout est sur le même bureau sans aucune différence. Ok, parfait. Je pense qu'on a fait le tour. C'est pas mal. Merci Cédric. Est-ce que vous avez d'autres précisions à ajouter, Tristan et Joseph? Moi non, j'ai juste proposé une petite question pour la forme, pour échanger sur la conjoncture actuelle. Allez. L'idée c'était de se poser la question, quels seraient les outils et les applications nécessaires pour rendre accessibles finalement mes applications legacy à l'ensemble de mes utilisateurs, ce qui est la tendance. Je prends l'exemple de Citrix puisque c'est une solution qu'on fournit et qu'on vend qui permet à nos clients justement par le biais de publications, d'applications, d'accéder à ces applis métiers, Sage ou développés en propre par leur intégrateur. Donc par rapport à cette question, Tristan, typiquement en fait, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Déjà, est-ce que ces applications, parce que les modes legacy ne veut pas forcément dire qu'elles sont uniquement on-premise. Donc, c'est déterminer s'ils sont on-premise ou purement SaaS. Donc, déjà, c'est le premier point. Et après, derrière, si typiquement, c'est que du on-premise, donc là, typiquement, ce sont des applications sur lesquelles vous pourrez y accéder soit en mode VPN que vous pousserez depuis la console, soit en mode micro VPN à travers le tunnel. Et donc, du coup, c'est le tunnel, le composant que j'indiquais précédemment, que vous allez installer donc, dans votre environnement du coup Workspace ONE, lié à votre Active Directory potentiellement, et sur lequel finalement vous allez systématiquement donner en mode on-demand finalement, à vos utilisateurs. C'est-à-dire que si l'utilisateur clique par exemple sur Sage ou Citrix, l'application sur son bureau, et typiquement, il utilisera soit le tunnel, soit le VPN, peu importe, pour accéder à cette application qui est disponible sur son bureau. Parfait, merci beaucoup. Mais c'est totalement transparent pour l'utilisateur. Lui, en fait, il appuie sur son application, ça lui ouvre l'application, mais derrière, c'est l'administrateur qui a créé ce tunnel proxy pour sécuriser juste la connexion entre l'externe et le back-end. Exactement. En fait, c'est vraiment le tunnel est un similaire. C'est pour ça que je parle de micro VPN à la base, parce qu'en fait, c'est du flux HTTPS, mais en fait, c'est tunnelisé et configuré à la volée sur le terminal pour que le terminal, dès qu'il se connecte à son application, ce tunnel s'ouvre et va contacter directement donc, le SI pour accéder à telle ou telle chose. Je vois une dernière question. Quid du RGPD et de l'information? Oui, il y a une dernière question intéressante sur le RGPD. Ouais, alors, donc là, par rapport à cette question-là, donc ce qu'il faut savoir, c'est que Workspace ONE est RGPD compliant. Donc ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, en France, on n'a pas de data center. Par contre, les data centers sont soit en Allemagne, à Francfort, soit potentiellement aux Pays-Bas, j'arrive pas à trouver le mot, et à Dublin.
Donc ça, c'est la première chose. Et après, au niveau de l'RGPD, la communication qui doit être faite aux salariés, bah ça, c'est un grand débat. Pourquoi? Parce que ça va dépendre de si vous avez des chartes RH en interne ou pas. Donc, ça, voilà, ça dépend d'une société à une autre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que, en fait, typiquement, je ne vous l'ai pas montré sur le terminal, mais sur le terminal, en fait, vous avez un petit icône qui descend qui s'appelle, qui est un petit icône bleu avec une main blanche, et en fait, qui correspond à la privacy. Et donc, ça, c'est une application qui est systématiquement poussée dès que vous enrôlez sur Workspace ONE et qui permet à tout moment à l'utilisateur de voir ce que vous collectez, vous, en tant qu'entreprise, et ce à quoi il a le droit ou il accède. Donc, du coup, à tout moment, l'utilisateur a l'information, finalement, de ce que vous faites en termes de sécurité sur le terminal.